Pour celles et ceux qui ne te connaissent pas, donc je te souhaite la bienvenue, je suis ravi et je remercie aussi les éditions Amiris de nous permettre ces rencontres, hein, ces échanges avec des précieuses personnes qui écrivent des ouvrages richissimes. Voilà, Sophie, naturopathe en formation. Et encore une fois, merci à Bénédicte, jeune homme, de nous permettre d'échanger ce soir. Et à Gaëlle, qui est productrice d'Hydrolat. Voilà, magnifique. Oh, wow, super. Magnifique. Pardonne-moi, donc j'alterne avec le chat régulièrement parce que c'est l'invitation de nos abonnés. Donc c'est évidemment la priorité à nos abonnés de te poser des questions. Et pardonne-moi d'intervenir comme ça, de façon impromptue. Et parfois je t'interromps comme ça. Et donc pour celles et ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu aurais la gentillesse, une fois que ton souffle et ton énergie seront bien rentrés, bien apaisés, de nous donner ton parcours, parce que j'ai lu le temps que tu respires, j'ai lu effectivement une partie de ton parcours, mais j'imagine que c'est que la partie émergée de l'iceberg de ta vie. Comment, en quelques mots, en es-tu arrivé d'abord aux hydrolats, au chamanisme, à la communication avec les plantes? C'est vraiment un aspect que j'aimerais aussi beaucoup développer avec toi, si tu le permets, parce que ça donnera tout le substrat physique à la description des hydrolats et peut-être de certaines plantes et quelques petits trucs et astuces évidemment que tu pourras nous communiquer à la suite. Mais c'est vrai que si on ne comprend pas ton parcours, on ne peut pas comprendre quel est le message que tu veux donner à ces plantes. Voilà, je cesse de parler, je me suis saoulé, je vous ai saoulé, pardonnez-moi chers amis. Alexia, merci. Merci Frédéric d'avoir fait patienter aussi, et désolée à Bénédicte particulièrement si je lui ai fait une montée de stress. Il n'y a pas de problème. Bon, mon parcours, si j'en suis venue aux hydrolats et à la communication avec les plantes particulièrement, c'est sans doute né assez petite, avec une connexion particulière avec ce qui m'entoure, avec une certaine sensibilité, où je pouvais voir autour de moi des énergies particulières, des couleurs dans mon environnement, des couleurs autour des gens, des sensations. Parfois j'avais des intuitions comme ça qui étaient fortes. Et ça, c'est quelque chose qui m'habite depuis petite, mais je pensais que tout le monde avait ça, hein, puisque quand on est petit, on croit que tout le monde a la même vision que nous, et donc j'avais vraiment l'impression que tout le monde vivait dans le même monde que moi, avec cette sensibilité-là. Mais je ne comprenais pas toujours tout ce que je voyais, tout ce que je percevais, et quand je questionnais les gens autour de moi, je n'avais pas de réponse assez satisfaisante. Et je pense que j'ai toujours du coup eu cette quête à l'intérieur de qu'est-ce qui fait que nous nous sentons bien dans notre environnement, qu'est-ce qui fait que nous sommes en santé, qu'est-ce qui fait aussi que nous sommes bien les uns avec les autres. Ça a toujours été des questions très très profondes depuis petite en fait. Est-ce que tu es doté de synesthésie ou pas, de voir les couleurs des notes ou de la musique? Oui, enfin, comme on pourrait appeler de la clairvoyance, je Ouais, pense. d'accord. Aussi, oui. Et du coup, c'est quelque chose. Et du coup, ça me questionnait aussi de quoi en faire, en fait, de tout ça, en fait. Parce que, à un moment donné, c'était plutôt subi que vraiment quelque chose qui, comme maintenant, est plus maîtrisé, ou je sais quoi en faire. Et du coup, en ayant peu de réponses dans mon environnement, j'ai étudié la psycho et j'ai atterri en psychiatrie aussi dans mon parcours. Et là, quand j'étais en psychiatrie, j'ai profité de faire mon stage à l'étranger. Et là, je suis arrivée en Guyane française, et j'ai été en contact pour les premières fois avec des chamans locaux. Et je les ai vus interagir avec des patients qu'on avait en psychiatrie. Et au moment où ils ont soigné, que j'ai vu l'impact chez les patients, je me suis dit, moi, en fait, c'est comme ça que je veux faire. C'est ça que je veux faire, ouais. J'arrivais pas à m'y retrouver, je pense,
c'était pas quelque chose qui vibrait intention. Enfin, c'était intéressant comme étude la psycho, mais c'est pas quelque chose qui vibrait de l'intérieur. Mhm. Et au moment où j'ai vu le chaman, je me suis dit ça c'est quelque chose qui m'intéresse, qui m'interpelle. Et du coup, j'ai voulu en savoir plus. Je suis tombée dans le chamanisme amérindien. Plus tard en Belgique, au Canada, je me suis formée là-dedans. Et puis, au fil des années, je me suis formée tout en parallèle avec la psycho, hein, tout ça en permaculture aussi. Mhm. Parce que j'avais besoin de comprendre les écosystèmes qui m'entourent. J'avais besoin de comprendre quelle est la place de l'humain aussi là-dedans. J'avais vraiment besoin de me mettre en lien avec tout ça. C'était essayer de faire Et aussi le lien, pardonne-moi, c'était aussi faire le lien entre ce que tu percevais et essayer de le rationaliser aussi, essayer de c'est le... ça, de toujours palper, quoi, essayer de comprendre ce que je voyais, comprendre mon environnement. Et tout ça, une fois que j'ai étudié la permaculture, c'est vraiment les plantes médicinales qui m'ont le plus attirée. J'ai commencé l'herboristerie, les études d'herboristerie à Lyon. Du coup, il y a plus ou moins un peu plus de 10 ans maintenant. Et, et alors, quand j'ai vu le distillateur pendant ma formation, on a été faire une distillation dans les montagnes. La distillation a été vraiment là un coup de foudre énorme. Relation. Pareil que le chamanisme, c'est la révélation. Je me suis dit, mais waouh, là on est vraiment dans une transformation qui m'interpelle et qui me parle beaucoup. Tout ce qui est symbolique autour de la distillation aussi. Et on a un produit qui est tellement peu connu, quoi, l'hydrolat. Encore plus il y a 10 ans. Moi, j'étais enceinte à ce moment-là et je me suis dit, ben waouh, en fait aussi pour prendre soin de moi pendant ma grossesse, ça répondait à beaucoup de choses. Et du coup, je me suis dit, en plus en Belgique, c'était encore moins connu qu'en France. J'imagine. Et du coup, je me suis dit, vraiment, j'ai vraiment envie de mettre en avant ce produit-là. Et à chaque distillation, en fait, j'avais vraiment des visions et des communications avec la plante encore plus que si je me promenais dans la nature. C'était comme si il y avait une ouverture à ce moment-là, au moment de la distillation, comme si la plante, elle s'ouvrait à moi. Et ça me permettait de vraiment de plonger dans cette communication encore plus. Et du coup, ça répondait à toutes mes questions de lien, de quête de sens, de comment prendre soin de l'humain, comment prendre soin de l'environnement autour. Et voilà, je me suis imbibée pendant des saisons et des saisons. J'ai distillé un peu plein de plantes différentes. Puis j'ai essayé de me renseigner après aussi au niveau matière, au niveau chimique aussi, Bien ce sûr. que ça permettait. Et, voilà, et je m'en lasse pas, hein, je Moi, m'en lasse j'imagine. pas encore aujourd'hui. Si tu permets, on va revenir sur les plantes, sur la distillation, sur les modes de distillation Mm, et l'extraction de cette substantifique moelle. Mais moi, c'est vrai que naïvement, quand on parle de chamanisme en Occident, hein, mm, c'est assez bon. C'est bon, elle est perchée, il y a des fils qui se touchent dans la tête, ça va pas du tout. Elle voit des trucs. Bon, en t'attendant, je parlais un tout petit peu de certains aspects du chamanisme, mais j'aimerais bien avoir ta définition, ta vision. Quelle est pour toi la caractéristique du chamanisme? C'est peut-être en avoir une définition un petit peu plus claire. Alors, un Si peu ça se plus définit. clair, je vais Ouais. essayer Mais c'est ta vision, moi, qui m'importe, hein. C'est pas la vision bien académique, hein. sûr, je vais tout à fait. C'est pas Wikipédia qui m'intéresse, hein. Moi, c'est Alexia. Oui, tout à fait, tout à fait. Alors, euh, je vais distinguer le chamanisme du chaman. Ok. Mhm. Le chamanisme, pour moi, c'est un système, enfin, c'est plutôt un système de pensée, c'est une culture, en fait. C'est une façon de penser que l'homme est complètement fait partie d'un écosystème et que il est en lien avec tout, comme tout est en lien avec lui, et qu'il n'y a pas de séparation, et que nous sommes
et que tout est habité d'esprit, aussi bien nous que tout le monde qui nous entoure, et que nous sommes en interaction constante avec ces esprits et avec cet écosystème. Pour moi, le chamanisme, c'est la croyance de base qui anime le chamanisme, d'accord? Donc c'est une espèce d'interconnexion entre D'interconnexion, de l'intérieur et façon de l'extérieur. voir le monde où tout est interconnecté et en communication constante. Mhm. D'accord? Et tout ça crée un équilibre qui est en constant mouvement. Pour moi, le chamanisme, c'est ça, cette base-là. C'est comme chez nous, comme en biologie, notre homéostasie, C'est ça. d'une certaine façon. Ouais. Et le chamanisme, c'est cette façon d'appréhender le monde. Ça veut dire que chaque fois que je pose un geste, ça a une influence sur tout le système. D'accord? Et tout ça, et chaque geste bouleverse l'écosystème, mais en même temps repermet de créer un autre équilibre. D'accord. Après, le chaman, c'est ça, je pense que qui est parfois difficile à appréhender pour la culture plus occidentale, c'est le rôle du chaman. Qui est un rôle qui est de pouvoir questionner en fait cet écosystème-là. Ces liens-là, le chaman est capable de faire le lien entre celui qui vient avec une demande, celui qui vient avec une quête. Il est capable de questionner l'écosystème et avoir une réponse de cet écosystème et le retransmettre aux gens qui l'entourent. C'est un médiateur. C'est le médiateur entre l'écosystème, l'esprit de son écosystème et de... C'est un vrai média, quoi. C'est un vrai médiateur. C'est vraiment un médiateur. Ouais, c'est vraiment l'interface. Et donc la recherche du chaman, c'est d'être le plus humble possible, mais aussi de pouvoir aussi de se mettre dans des états comme si on amplifiait l'empathie un maximum. Pour pouvoir être en réceptivité de cet écosystème. D'accord. Et plus tard, moi j'ai été formée en Mongolie. Donc ça fait 7-8 ans que je suis formée au chamanisme mongol en Mongolie. Et c'est encore plus marquant pour moi ce rôle-là, de percevoir ce rôle-là dans cet écosystème-là, parce que c'est vraiment un rôle de... Je me suis aperçue que ce rôle-là, c'est vraiment un rôle de survie, en fait. L'écosystème, l'environnement en Mongolie, il est très rude. C'est pas... on est dans un milieu assez désertique. Enfin, les steppes, c'est pas foisonnant d'abondance végétale. Après, il y a plein d'animaux qui sont présents, mais le climat est rude, l'hiver est long. Si on veut survivre dans cet écosystème-là, déjà, on se renforce physiquement. Mais si on veut survivre avec ça, j'ai l'impression qu'ils ont dû aller chercher, justement, ils ont dû se fortifier dans cette capacité à rentrer en relation avec leur écosystème, avec les esprits de leur système, pour pouvoir survivre. Oui, il n'y avait pas le choix. Il n'y avait pas le choix. Si je tombe malade, ou si un membre de ma communauté tombe malade, j'avais pas plein de plantes médicinales, j'avais pas de... parfois, c'était juste en plein hiver et je n'ai que la force de cette collaboration avec les esprits pour guérir la personne qui est en face de moi. Ils n'avaient quasi que ça. Ils ont des plantes, hein, ils ont d'autres ressources, mais c'est très minime par rapport à chez nous, par exemple. Ils ont développé cette capacité à rentrer en relation d'une manière très très forte pour permettre en fait de guérir aussi. Et puis aussi de pouvoir questionner, tiens, on a besoin de nous nourrir, on doit aller chasser. Combien de bêtes je peux aller tuer pour ne pas ébranler l'écosystème et être sûr de pouvoir me nourrir dans 3 mois, parce que j'aurai toujours faim à ce moment-là. Et donc, je suis obligée d'être hyper en harmonie avec mon écosystème si je veux pas que mon peuple meure et si je veux pas que mon écosystème meure. Parce que l'homme fait partie de cet écosystème et il doit survivre à cet écosystème, sinon l'écosystème est basculé, c'est ça?
c'est ça. Et donc, pour moi, le chamanisme, il a permis ça. Il a survécu pendant des années et il est encore avec cette intention-là de rester en équilibre avec notre écosystème. Alors, Alexa, est-ce à dire aussi que voilà, nous sommes dans un environnement hostile, nous n'avons pas les plantes, nous n'avons pas d'aspirine, on n'a pas de pansement, d'antibiotiques, etc. Est-ce que en chamanisme, c'est une question tout à fait naïve, hein, donc n'y voit aucun jugement de valeur évidemment, c'est vraiment sincère. Est-ce que on invoque le traitement pour qu'il vienne où on a besoin d'un substrat physique? Est-ce que c'est purement énergétique ou est-ce qu'on a besoin d'un substrat physique? Tu veux dire un substrat physique pour... Est-ce qu'on a véritablement besoin de la plante elle-même ou de la substance pour pouvoir soigner, ou est-ce qu'on peut juste aller invoquer l'énergie de la plante ou l'énergie du traitement pour aller guérir ou soigner, tout du moins soigner l'individu? Est-ce que je me fais comprendre? Oui, alors dans la pratique du chamanisme, les deux sont possibles. Donc tu peux invoquer simplement l'esprit de la plante et venir discuter avec l'esprit de la plante et de voir comment elle rentre en interaction avec la personne. Mais ça va toujours être porté plus fortement si on a la plante directement. D'accord. Parce que c'est comme si on s'adresse... la plante, si elle est vraiment là, elle a des molécules chimiques, elle a ses principes actifs qui vont aller directement interagir et communiquer avec le corps de la personne. Et si on a l'esprit qui vient avec, c'est à chaque fois différentes façons d'adresser le message. Et donc, ça va toujours être plus fort si on l'a dans la matière. D'accord. Pour moi, c'est juste à chaque fois, on adresse le message de manière différente au corps. Est-ce qu'on a différents types de chamanisme, et j'ai l'impression qu'un dénominateur commun, c'est aussi l'hostilité de l'environnement. Parce que je pense je me trompe peut-être encore une fois, mais je pense aussi aux chamans d'Amérique du Sud, où là, c'est dans les tropiques, et c'est hostile aussi, avec des environnements très humides, beaucoup de bestioles, beaucoup de choses qui semblent être hostiles à l'occidental que je suis. Mais on a l'impression que cette hostilité de l'environnement potentialise. Est-ce qu'il y a différents types, pour en venir à ma question, est-ce qu'il y a différents types de chamans et de chamanisme en fonction de la région? Est-ce que ceux d'Amérique du Sud sont différents de ceux de Mongolie ou d'ailleurs? Alors la forme change. La forme change assez fortement. Après, l'intention, je pense, elle est la même. La vision de la vie, derrière, elle est la même. À peu de choses, ça, je crois que c'est partagé. Après, la forme que prend le chamanisme, ou que la forme par laquelle le chaman arrive à aller accéder aux informations, est différente. D'accord. Et ça, je pense que ça joue aussi. En Amérique du Sud, ils vont prendre beaucoup de plantes psychotropes parce qu'ils en ont dans leur environnement. En Mongolie, ça va être le tambour qui va permettre de partir en transe parce qu'ils n'ont pas les mêmes plantes autour de... Donc, en fonction de l'environnement, je crois, à créer aussi la forme. Après, je ne suis pas anthropologue et donc je ne peux pas peut-être répondre vraiment finement à toutes ces questions-là. Il y a sûrement, c'est sans doute plus complexe. Après, on voit aussi on distingue souvent deux grands types de chamanisme, de formes au niveau du chamanisme. C'est la forme plus, par exemple, comme les Mongols, où c'est le chaman qui va partir en transe pour donner les informations ensuite aux personnes. Et il y a la forme de chamanisme qui est plus horizontale, qui est comme en Amérique du Sud, le chaman va emmener les personnes qui viennent le voir en transe. D'accord, guider. Ils aillent eux-mêmes chercher l'information. Ces deux formes qu'on distingue souvent dans le chamanisme, c'est le vertical, qui est plus comme les Mongols, et l'horizontale. Mais le but est le même et la vision derrière est fort similaire. Et ça, on peut la retrouver quand même fort dans toutes les formes de chamanisme. Sauf que le chaman, pardonne-moi, vertical, lui, il a cette capacité. Est-ce que c'est un don
ou est-ce que c'est un don qui se développe, ou est-ce que c'est quelque chose qui s'acquiert? Alors, ça, c'est quand même assez commun. En général, le chaman ne choisit pas d'être chaman, il Mhm. est choisi par les esprits. Il est désigné carrément. Il est désigné, en général, ça passe par un événement qui est assez particulier dans la vie du chaman en devenir. C'est soit une grande maladie, soit il frôle la mort, soit c'est un handicap de naissance ou des choses comme ça. Mhm. C'est en général des événements où à ce moment-là, les esprits choisissent cette personne-là comme médiateur ou comme médiatrice. D'accord. Et cet événement est en général assez violent, suffisamment pour que la communauté puisse se rendre compte qu'il a été choisi. Ouais. Donc ça Et peut en être une MD. général, quand ça se passe dans une communauté animiste, on porte la personne vers le chaman qui existe déjà et le chaman voit si c'est ça ou pas. D'accord. Si c'est ça, et si c'est ça, il commence à le former. Donc il y a une sorte de destin, en tout cas, donc de destinée, de don, à un moment donné. Mais il y a aussi un savoir-faire après Oui, c'est ça. qui s'acquiert, qui s'affine au fil du temps, Donc, voilà, mais c'est pas- dans quasi toutes les traditions, il y a ce moment clé, en tout cas, que l'esprit choisit telle personne c'est pour ça, être son. c'est pas un don de naissance, hein, c'est pas un don inné. Peut-être qu'il est Mhm. latent, hein, et que Oui. un événement va le mettre en exergue. Mais Mhm. donc après, il y a une désignation. C'est pas très démocratique, mais enfin bon, c'est comme ça. Oui, c'est pas très démocratique. Et C'est en pas, général, c'est pas grave. dans les cultures animistes, on n'a pas très envie d'être chaman. On sait très bien que c'est pas très très clé. Ouais, c'est vrai. Il n'y a pas. Un sacerdoce. Oui, oui, oui. Il y a pas. C'est en général quand enfin, il y a personne qui a envie que ça lui tombe dessus. Ouais. Ouais. Pourtant, ce sont des personnes, a priori, qui vont soulager bien des personnes. Alors, tu as parlé de transe. Et Mhm. on va juste quand un tout petit peu avancer, vous me dites, hein, chers amis, si je suis trop long Bien sur sûr. le chaman, parce que c'est Mhm. c'est vraiment quelque chose d'assez prégnant pour comprendre après ta vision des plantes. Euh, tu as parlé de transe. Donc, nous, j'aurais tendance à entendre état modifié de conscience qui permet justement d'éliminer une partie de la conscience filtrante et Mhm. de permettre le passage de ces fréquences, de ces informations. Est-ce que c'est proche d'un état d'hypnose? Parce que la transe, ça fait toujours un petit peu peur, hein. Encore une fois, de ma vision occidentale, c'est sans jugement de valeur, hein. Oui, 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 bien sûr. Je n'ai aucune Euh, aspect péjoratif dans mes propos. Bien sûr, on peut parler d'hypnose en fait, il y a tout un degré hein, dans les états modifiés de conscience Mhm. et la transe fait référence à un degré d'état de modifié de conscience. Et l'hypnose en est un autre et donc la transe est un petit peu plus loin, mais en même temps, en général, en transe, on reste bien conscient de ce qu'on fait. En Voilà, on n'est hypnose, oui. pas. Mhm. Et c'est un état qui se maîtrise, en fait. Parfois, au début, les premières fois, parfois, ça paraît quelque chose de soudain et de non souhaité. Mhm. Euh, mais avec le temps et avec les apprentissages, c'est quelque chose qui est maîtrisé. Je veux dire, je ne pars pas en transe comme ça, ou je ne risque pas Oui, de partir en c'est un transe acte en volontaire. faisant ma vaisselle ou quelque chose comme ça. Oui, c'est pas de la transe de spectacle Pas qu'on du tout, voit pas du avec tout. Mesmer C'est ou des trucs qui sont. maîtrisé, c'est dans un contexte. Bien sûr. Et du coup, c'est ça aussi la capacité dans les travaux, dans certains travaux scientifiques, on l'explique maintenant bien que, que la transe n'est pas un état de folie, Mhm. n'est pas similaire à la folie, bien que quand on rentre en transe, on accède au même état que les fous peuvent accéder, Mhm. mais sauf qu'il y a la maîtrise de pouvoir revenir.
Et c'est ça, de pouvoir maîtriser ces états et de pouvoir les choisir. Et c'est ça qui fait la différence entre une pathologie et la transe. Il y a quelques siècles, tu aurais été brûlé sur un bûcher, toi. Hein. J'aurais été complètement. Mais d'ailleurs, j'ai les cheveux roux. J'aurais Oh, déjà donné tous les indices pour. 666, allez hop. Oui, c'est ça. Heureusement, on n'est plus à la même époque, tout à fait. Fort heureusement. Ou bien, au début du siècle dernier, tu aurais été traité d'hystérique et on t'aurait. Oui, c'est ça. Oui, à chaque période, à mon avis, ça a ces petits charmes liés à ça. Magnifique, ouais, ça, un bon petit charme sympathique, bien douloureux. Ouais. Non, mais là, maintenant, c'est effectivement très contrôlé. Donc là, si je puis me permettre, la transition avec la communication avec les plantes, parce que c'est vraiment quelque chose que j'ai apprécié dans ton ouvrage, c'est comment dire, cette sincérité dans le langage. En fait, tu as donné la parole aux plantes. Voilà, en gros, tu t'es fait l'intermédiaire positif avec les plantes. Et donc, chaque plante, pour toi, et on va voir pourquoi tu as choisi les hydrolats et pas d'autres approches, même si je pense que tu les connais. Et donc, chaque plante avait pour toi un message particulier. Et en introduction, en t'attendant, je disais que ça me faisait penser à Edouard Bach qui parcourait les champs et percevait en passant la main dessus le message thérapeutique des humeurs et des tempéraments des plantes et des patients. Évidemment, il dit, bah voilà, ça va aller dans tel sens. Alors, comment tu pourrais expliquer? Alors, évidemment, Michel, on va en parler en quoi les hydrolats sont plus en similitude que les huiles essentielles. On va y venir, mais j'aimerais bien avoir ton sentiment, enfin ton témoignage sur la communication que tu as eue avec les plantes. Comment ça se produit? En fait, c'est venu pendant mes études d'herboristerie, où je me retrouvais avec plein de fiches de plantes, avec à chaque fois un beau dessin avec les vertus, les compositions et tout ça, et avec un peu d'histoire, et c'était des fiches assez complètes, mais je n'arrivais pas à... Je pouvais étudier la fiche de plante, mais j'arrivais pas à me dire, bah, si j'ai quelqu'un qui vient me voir maintenant, comment je fais le lien avec ma plante, comment je choisis ma plante par rapport à une personne. Alors oui, il y a une phase de diagnostic et de connaissance du corps et des principes actifs et tout ça, j'entendais bien. Mais je voyais qu'il y avait par exemple, je sais pas, plein de plantes digestives ou plein de plantes qui agissent sur le foie. Ouais. Pourquoi la choisir une? Pourquoi choisir cette plante-là pour le foie ou cette plante-là, en fait? J'arrivais pas à... J'avais besoin d'éclaircissement par rapport à ça. Attends, juste, pardonne-moi, je t'interromps. Toute petite parenthèse, je trouve ça magique parce qu'il y a le soleil qui se reflète sur tes mains et ça les fait briller. Je trouve ça magique parce qu'on parle justement. C'est pour ça, en fait, que tout a foiré là où j'étais installée et tout ça. C'est parce que je devais venir faire briller mes mains ici. C'est une petite parenthèse, je trouvais ça magique parce qu'il y avait cette espèce d'émanation qui venait de tes mains avec le soleil qui se reflétait sur tes mains. C'était magique. Oui, il y avait le soleil qui est en train de se coucher là. Pardonne-moi cette non, pas de souci, pas de souci. Du coup, je me suis retrouvée du coup avec comment pouvoir conseiller telle plante ou telle plante. Si une personne venait avec un problème de foie, comment je choisis parmi, je ne sais pas, les 20 plantes que je connais sur le foie, comment je choisis. Et pour moi, quand je voyais les plantes dans la nature, quand je les cultivais et tout ça, je voyais qu'elles sont fort différentes, toutes ces plantes qui agissent sur le foie. Il y a parfois des dénominateurs communs. Enfin, je prends l'exemple du foie, mais ça pourrait être pour pour plein de vertus différentes. Et je voyais qu'il y en a une qui est hyper grande, avec parfois un côté ligneux qui se tient bien, qui a des toutes petites fleurs et des petites feuilles. Et puis il y en a une qui a des énormes feuilles, qui se tient un peu plus penchée ou un peu plus tordue, ou qui va chercher. Et je me dis, mais c'est des comportements qui sont tout à fait différents, en fait,
qui je trouvais pouvaient être similaires à certaines personnes que tu croises. Il y en a qui sont bien droits, bien rigides, qui ont des coiffures qui se tiennent bien, et puis il y en a qui sont un peu plus ébouriffés, et qui sont un peu plus dispersés, et qui sont un peu plus... et je me suis dit, mais en fait, si j'écoute cette plante-là, si j'observe aussi son comportement, si j'écoute qu'est-ce qu'elle raconte, peut-être que je vais plus facilement pouvoir la conseiller à une personne qui vient me voir, parce que je vais pouvoir me dire, tiens, celle-là, cette personne qui vient de me voir, je trouve qu'elle se comporte comme une sauge. Peut-être qu'elle va être copine du coup avec la sauge. Peut-être que dans certains mots, ça va être pareil. Peut-être que dans certaines postures aussi, je vais trouver des choses similaires. Et donc, peut-être que je vais pouvoir me dire, bah, tiens, celles-là, elles vont bien s'entendre. Et donc, parmi les plantes qui travaillent le foie, eh ben, je vais peut-être prendre une des plantes dont j'imagine elles vont bien s'entendre, tu vois, elles vont bien matcher. Parce soit elles sont similaires, parce qu'elle a besoin trouver une copine, soit je vais aller chercher tout son contraire dans le comportement, parce que je sens que la personne a besoin d'être un peu bousculée dans ce qu'elle est. Et donc, je vais aller chercher son opposé pour aller un petit peu la titiller. Est-ce que tu Donc, fais une similitude aussi avec, par exemple, la forme de la plante? Je pense à un olivier qui est tout noueux, tout tordu. Et est-ce que ça pourrait pas faire un lien avec les articulations noueuses et des genoux cagneux et autres oui, articulations? il y a la théorie des signatures, hein, bien Oui. sûr que ça peut inspirer. Mais j'irai un peu plus loin dans cette écoute-là, de Ouais. pas juste être dans la forme, mais c'est aussi, du coup, je sais pas, dans juste cette empathie encore plus forte d'aller voir l'empreinte en fait de la plante. Ouais. C'était Alors, ça. Pendant la distillation, c'est ça qui me venait. Et je discutais avec la plante, et c'était ça que je pouvais ressentir. C'était comme une empreinte, comme une empreinte de qui elle est en profondeur. Après, loin de moi vouloir résumer toute la personnalité ou toute la plante en 3 pages dans mon livre. bien sûr, bien sûr. Bien sûr, elle est bien plus vaste et elle a bien plus de choses à raconter. Et donc après, c'est à chacun d'entre nous d'aller la rencontrer, de rencontrer chaque plante, et j'espère pouvoir aussi, à travers mon livre, pouvoir susciter l'envie d'aller communiquer directement avec elle. Mais c'est ça que j'ai eu envie d'aller toucher, en tout cas. Un petit point que j'ai pas compris, pardonne-moi Alexa, c'est sur le fait que tu, à un certain moment, aies eu besoin d'aller prendre l'opposé. J'ai pas compris. Alors, quand j'ai une personne qui vient, Mhm. euh, j'ai plusieurs choix pour mon conseil. Soit je vais aller trouver une plante euh, que je trouve similaire à la personne, Mhm. comme une copine, hein. Parfois, quand on a un problème, on va aller se confier à quelqu'un qui a un peu le même tempérament que nous, la même vision du monde que nous, parce Mhm. que c'est rassurant, Ça nous parce qu'on a conforte. envie d'être validé dans ce qu'on ressent, et donc on va aller chercher une plante similaire. Mais parfois, quand on a un problème, c'est bon d'aller voir quelqu'un qui est tout à fait différent de nous, D'accord, je comprends. qui a une vision, mais tout à fait opposée. Parce que parfois, ça va nous faire voir les choses un peu autrement que de ce qu'on a l'habitude, et ça va permettre d'avoir un éclaircissement autre, un autre point de vue, Mhm. un autre chemin à prendre. Et du coup, ça peut être aussi intéressant d'aller voir Mhm. quelqu'un qui a une vision tout à fait différente que nous. Et est-ce qu'à notre niveau, là, tu nous fais une invite clairement à aller, suite à la lecture de ton ouvrage sur différentes plantes, est-ce que il y a un moyen pour que nous puissions, nous profanes, communiquer, même si je sais que parmi nos abonnés ici, il y a des professionnels justement qui veulent comprendre un petit mieux. Est-ce qu'il y a une méthode, un moyen, un conseil que tu pourrais donner pour aller rentrer en meilleure communication avec les plantes?
Est-ce qu'il y a il y a un petit truc, c'est réducteur évidemment. Ouais, moi je pense que on est tous dotés de ces sens-là, de ces sens on est dotés des cinq sens Mhm. et de l'intuition en plus. Et donc c'est passer du temps avec la plante. C'est ça, il faut laisser faire son intuition, c'est ça. Ouais, moi je dirais ça. Qu'est-ce que si tu te mets en lien, enfin si tu passes du temps avec la plante, ben, comment tu la sens? Si tu renifles son odeur, qu'est-ce que ça te fait, à quoi ça te fait penser? Ouais. Quand tu la touches, quand tu la vois, qu'est-ce que ça, qu'est-ce qui émerge à l'intérieur de toi? Donc enlever les filtres de la raison et laisser percevoir, accueillir les informations qui Ouais. vont être envoyées par le. Alors, au Et départ, c'est jamais faux, ça ne peut pas être faux. ouais, Parce qu'on a l'habitude qu'on nous dise ce qui est juste ou pas juste à une réponse, mais quand on est dans le domaine du sensitif, tout est OK. Tu vois. mm, La plante, elle peut te dire 1 milliard de choses. Et mm, donc, pourquoi tu ressens ça à ce moment-là? C'est vraiment, il n'y a pas d'autre choix que d'être validé, en fait. d'accord. Alors, il y a des réponses, si on rentre dans l'aspect effectivement scientifique, là, il y a une réponse qui est juste et pas juste. Mhm. Mais quand on est dans le domaine du sensitif, il n'y a plus cette question-là. Ouais. La relation entre toi et la plante, il y a personne qui peut la valider ou pas la valider. Encore moins scientifiquement, ouais. Et donc ça, c'est important d'aller rechercher et c'est ce lien-là qui, 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 qui est entre toi et la plante. Ouais. C'est entre personne d'autre. Alors, tu as évoqué tout à l'heure la fabrication. Euh, Comment ça se passe? Tu as été subjugué par effectivement la distillation. Comment ça se Mhm. passe? Parce que on voit des plantes, on voit de l'eau, on voit des vapeurs. Après, moi, ce que j'en connais, c'est la substantifique moelle avec l'huile essentielle. Mais c'est vrai Ouais. qu'on se dit, ce qui reste, c'est du déchet. Allez, à la poubelle. Ouais. Alors, Oui, comment ça se c'est passe? la réputation de l'hydrolat. Mais en fait, il y a un autre déchet dans la distillation. Il y a le véritable déchet qui est ce qui reste dans le chaudron, hein, dans le chaudron de la distillation. Là, c'est vraiment ce qu'on jette après la distillation. Donc, on a un chaudron hein, qui est en général qui est sous forme ronde. Mhm. Alors, je parle des distillateurs à l'ancienne, et effectivement, il y a des distillateurs en inox qui sont dans d'autres formes, et les grands distillateurs euh, à très grande échelle, ils sont constitués différemment, mais on a un chaudron dans lequel on va mettre l'eau, et Mhm. puis au-dessus, on va poser les plantes, et l'eau et les plantes sont séparées par une espèce de passoire, comme ça, il y a des petits trous. On va faire chauffer cette eau, hein, et cette eau va former de la vapeur, et la vapeur va aller dans les plantes. Une fois que, effectivement, là, merci de sortir le petit schéma. Mhm. Donc, une fois que la vapeur passe dans les plantes, en fait, la vapeur va casser toutes les molécules de l'eau. Donc, de la plante, pardon. Toutes les molécules vont se casser. Et la vapeur va entraîner avec elle toutes les substances qui sont les plus légères et les plus volatiles euh, de la plante. Et cette vapeur va être poussée grâce au col de cygne vers un refroidisseur, donc où il y a de l'eau froide présente. Et la vapeur en contact avec cette eau froide va se reformer en eau, va se recondenser en eau et va sortir du processus de la distillation. Qu'est-ce qui va sortir? Il va sortir de l'eau et l'huile essentielle qui est contenue dans cette eau va venir se poser à la surface, et donc on va avoir ces deux produits-là, Non l'hydrolat miscible. et Effectivement, l'eau et l'huile ne sont pas miscibles. Donc il va y c'est avoir, ça. ouais, ça Il va va être avoir une dérangeant. séparation. Mhm. L'huile va se retrouver au-dessus. Pour certaines plantes, l'huile essentielle va se retrouver en dessous, mais la majorité du temps, c'est au-dessus. Et du coup, on va se retrouver avec ces deux produits-là. Ces deux produits-là, en fait, sont tous les deux des produits intéressants parce qu'elles sont
toutes les deux issues de cette vapeur qui a passé à travers les plantes. Et dans cette vapeur, elle a récolté toute une série de principes actifs, d'arômes, de principes volatiles. Et en fonction de leur capacité à aimer l'eau ou à aimer l'huile, elles vont aller soit se réfugier dans l'hydrolat, si elles aiment l'eau, soit elles vont aller se réfugier dans l'huile essentielle si elles aiment l'huile, ou bien un peu dans les deux si elles aiment... Donc, elles n'ont pas les mêmes propriétés. L'huile essentielle et elles n'ont pas l'hydrolat. la même composition. Oui, Ouais. oui, composition. Alors, ça influence pour certaines vertus, effectivement, mais elles n'ont pas du tout la même composition. Ah, dès lors qu'elles sont liposolubles ou C'est très hydrosolubles. complémentaire. Je C'est comprends. très complémentaire. Alors, il y a des principes actifs qu'on va retrouver dans les deux, mais sinon, Ouais. on va avoir deux produits qui sont pour moi complémentaires. Et par contre, tout ce qui est lourd va rester dans le distillateur, tout ce qui n'a pas pu être emporté dans la vapeur, tout ça va redescendre dans le chaudron, dans l'eau. À la fin de la distillation, en général, on a une eau qui est assez sombre, qui est noire. Et ça, c'est le véritable déchet de la distillation. En fait, on va s'apercevoir que là-dedans restent tous les composés qui sont difficiles à assimiler pour le corps. D'accord. Tout ce qui est glucose, mucilage, tout ce qui est métaux plus lourds, tout Les ce qui polluants, est... les polluants, Pardon? est-ce que les polluants et les pesticides passent Ça dépend lesquels. Ouais, ça dépend lesquels. D'accord, Il y a des pesticides qui passent la distillation, d'accord. malheureusement. Il y a des substances qui passent. Et il y a parfois des métaux lourds. Donc, je disais les glucoses, les tanins aussi restent dans le... Et en fait, on s'aperçoit qu'en fait, c'est tous des principes actifs qui sont difficiles à assimiler par le corps. Parfois, on va aller rechercher les tanins pour certaines vertus astringentes et tout. Mais la plupart du temps, les tanins, les glucoses, les mucilages, notre corps ne sait pas les digérer. Et donc, on s'aperçoit que du coup, grâce à la distillation, c'est comme si on avait une espèce de digestion, en fait, de séparation entre ce qui est difficile à digérer et ce qui est assimilable par notre corps. Et donc, on a un produit qui est assez bien assimilable, en fait. C'est donc ce qui rend un produit assez chouette pour des personnes qui sont assez sensibles, qui ont des problèmes de digestion, qui ont, soit pour les nourrissons, qui ont des systèmes digestifs tout clairs et tout propres, et comme ça, on ne va pas les polluer de tanins, de mucilage ou de glucose qui ne sont pas nécessaires à leur... qui vont plutôt leur créer du travail en plus à faire, alors qu'ils ont déjà difficile à faire démarrer la machine. Et comment on arrive à séparer après l'huile essentielle de l'eau sans faire interférer l'une avec l'autre, sans qu'il y ait Alors on fait du mieux qu'on gras dans peut. Il y a l'eau des et de l'eau? séparateurs qui existent. Il y a des séparateurs qui existent ou des filtres aussi qui permettent ça. Après, dans l'hydrolat, quand ce sont des plantes aromatiques qui sont distillées, donc il y a toujours un pourcentage d'huile essentielle dans l'hydrolat. On ne sait pas séparer ça à 100%. Donc on peut en général considérer qu'il y a entre 3 et 5% d'huile essentielle dans un hydrolat. Alors, quand on parle d'hydrolat, c'est toujours avec, en considérant que le rapport de dilution pour la distillation est respecté de 1 kg de plantes fraîches pour 1 litre. Ça veut dire que si on a mis 1 kg de plantes dans le distillateur, on a sorti 1 litre d'hydrolat. Tout ce que je dis, c'est en considérant que ce rapport-là est respecté. On pourrait, avec 1 kg de plantes, on pourrait sortir 10 litres d'hydrolat, si tu veux, mais du coup, on aurait un rapport de dilution qui serait beaucoup plus grand et on aurait une qualité beaucoup moindre dans l'hydrolat, forcément. On n'aurait pas ce rapport de 3 à 5% d'huile essentielle dans l'hydrolat. Et est-ce que justement, comme en homéopathie, plus c'est dilué, plus ça va être puissant, non? Alors, il y a eu des études qui ont montré que un hydrolat qui
qui a été fait avec un bon rapport de dilution. Donc, comme je dis, 1 kg de plantes fraîches pour 1 litre, qui après est redilué dans 1 litre d'eau. Donc, en général, on met une cuillère à soupe dans 1 litre, 10 ml dans 1 litre, et on va boire ça. Comme ça, c'est la façon en général d'utiliser l'hydrolat en interne. On a remarqué que quand on diluait donc une cuillère à soupe d'hydrolat dans 1 litre, on voyait que la composition, la manière de se comporter des principes actifs changeait un petit peu dans l'eau. Dilution. Et dans la dilution. Et donc permettait encore une plus grande on assimilait encore plus facilement l'hydrolat à ce moment-là quand il était dilué dans ce rapport-là. Mais c'est pas les mêmes rapports que dans l'homéopathie. On a quand même encore la présence du principe actif, c'est pas des dilutions énormes à ce moment-là. Je crois que l'homéopathie, elle a son procédé, elle a son processus. Plus la dynamisation, il y a plein de choses. C'est ça qui est propre à cette transformation-là. Et donc, je ne sais pas si avec l'hydrolat, ça marcherait de la même manière. Et combien d'eau on met dans l'alambic? Alors, dans l'alambic, en général, on calcule en fonction du nombre de kilos de plantes qu'on a dans notre distillateur. Si on a 1 kilo, on sait qu'on va sortir 1 litre d'hydrolat. On va d'office mettre du coup 1 litre d'eau dans notre distillateur et un peu plus pour qu'il y ait toujours de l'eau dans notre distillateur pour éviter que notre chaudron crame. Oui, c'est ça. Donc, en général, on fait un x2 ou quoi pour être sûr qu'il y ait... Est-ce que je peux me permettre quelques petites questions du chat, Alexia? Bien sûr, bien sûr. Est-ce que, alors, en biodynamie, on parle de vision gothéenne en s'imprégnant du geste de la plante. J'aime demander au cours de méditation ce que la plante aurait à me dire ou à m'apporter. C'est Sophie qui évoque ce témoignage. Oui. Alors moi, effectivement, l'approche de Gut, on m'en a parlé bien plus tard et effectivement, c'est tout à fait ça. C'est quoi? Je ne sais pas ce que c'est. Donc, je ne sais pas si je vais être la meilleure pour l'expliquer par contre. Non, les grandes lignes, juste. Mais c'est aussi appréhender la plante sous différentes facettes. On va la goûter, on va l'observer, on va utiliser différents sens, on va passer du temps avec la plante, on va noter vraiment scrupuleusement toutes les sensations qu'elle nous fait et on va en déduire après certaines choses. C'est cette approche sensitive qu'il a fort développée. Quelle différence, Gaëlle te pose la question, quelle différence au niveau sensitif entre un hydrolat et une tisane ou une décoction? Au niveau sensitif, alors pour moi, toutes les transformations sont des portes d'entrée au sensitif. Moi, l'hydrolat et la distillation a été la porte d'entrée parce que ça m'est apparu quand je distillais et c'est peut-être lié à cette transformation-là parce que sans doute que, comme je vous expliquais, quand la vapeur passe dans les plantes et casse les molécules, je pense qu'à un moment donné, il y a cette ouverture qui se crée dans la plante et donc ça crée peut-être une faille qui permet cette sensibilité-là. D'accord. Les alchimistes avant, ils disaient que la distillation était ils ont essayé en fait en créant l'alambic à créer quelque chose qui était similaire pour eux au processus de création. Ils ont remis les 4 éléments dedans. Ils ont essayé de recréer un processus de création pour eux. Donc c'est pour ça que peut-être que pour moi ça a été plus facile en fait de rentrer au niveau sensitif pendant la distillation. Mais je pense que tout est porte d'entrée. Une tisane, parfois tu peux boire une tisane et puis ça peut te réveiller tous tes sens. En mangeant une plante même brute, on peut... toutes les transformations et toutes les façons de rentrer en contact avec la plante peut être une porte d'entrée au niveau sensitif. On voit bien avec l'olfactothérapie, on sent une huile essentielle et son pouvoir vibratoire percute. Plein de choses. Ça explose, bien sûr, tout à fait. Bien sûr. Moi, ça a été ma porte d'entrée
Mm. Et ça reste une porte d'entrée privilégiée pour moi, mais, N'exclut rien, mais évidemment. elle Évidemment. exclut absolument rien et elle n'est vraiment pas. Et Mm. peut-être que une autre personne va vivre une distillation et ne rien percevoir, et puis c'est pas du tout. Ouais, c'est pas exclusif, évidemment, évidemment. Tout à fait, tout à Ouais. fait, tout à fait. Non, mais ce Donc sont pour moi, pour ces répondre à la témoignages question, d'Alex. il y a pas vraiment de différence à part que la porte, elle est différente. Ouais. La forme de la porte, la Ouais. couleur de la porte, elle va être différente. Elle va suggérer sans doute autre chose. Euh, Qu'en est-il, demande Stéphanie, des hydrolats obtenus grâce à un alambic où les plantes sont dans l'eau directement? Je Alors comprends on bien? perd un peu de qualité. D'accord. On doit faire ça pour la rose, hein. Les pétales sont mis directement sur l'eau et pas séparés. Et parce que si on met les pétales dans dans la colonne, on risque de faire une pappe et que la vapeur ne sache plus passer. Mm. Je ne sais pas si le mot pape est un mot très utilisé en France, en tout cas en Belgique. Mais donc, vous prenez une espèce de pâte plutôt, et, euh, et du coup, la vapeur a du mal à passer. Donc, Mm. on est obligé de mettre les pétales sur l'eau qui va bouillir. Euh, on perd un peu de qualité parce que la plante est directement en contact avec l'eau, et l'eau qui va bouillir va brûler, enfin, va trop chauffer les plantes qui sont en contact, et donc la vapeur ne Altéré. va pas passer Mm. dans ces plantes-là. Mm. Donc c'est pour ça qu'on les écarte un petit peu pour que, Et pas- les plantes, on essaie qu'elles soient en contact qu'avec la vapeur. Ouais, c'est ce qu'on voit quand on fait notre cuisine au cuit-vapeur, où C'est ça. hein, on a une Mhm. certaine distance. On n'est pas, c'est pas la même chose dans la cocotte minute où tous les légumes sont dans l'eau que Mhm. au cuit-vapeur où il y a une distance effectivement Oui, qui permet de pas altérer, enfin pas trop les aliments et encore tout à plus avec fait. des vapeurs douces. Mais ça monte à 100 degrés évidemment. Mais quasi, on est à 90, 96, je crois, Ouais. enfin 96, pardon, s'il y a des Français, des 96 plus ou moins, parce que forcément, ben, elle n'a pas la vapeur, dès qu'elle apparaît, elle part. Elle Donc, perd, bien sûr, bien sûr. on ne monte pas tout à fait à 100 degrés. Longue question de Sophie. Que pensez-vous de garder 1 litre d'hydrolat pour plus que 1 kilo de plantes? Est-ce vraiment utile pour augmenter la concentration de principes actifs? Je trouve un côté très alchimique à chaque distillation. Le feu transforme l'eau et les plantes en quintessence. À la fin, j'utilise vase florentin et ampoule de décantation, mais le faible pourcentage d'huile essentielle présent dans l'hydrolat fait que, à mes yeux, l'hydrolat représente encore plus le totem de la plante qu'une huile essentielle qui appartient à une classe chimique bien précise. Ok, merci pour cette question. Alors, en fait, le rapport de 1 kilo à 1 litre, c'est un consensus à un moment donné qui a été établi par les herboristes pour se mettre d'accord que un hydrolat, c'est ça, et que du coup, on s'entend plus ou moins sur de quoi est composé l'hydrolat. Donc, à la base, c'est un consensus. Hein, d'accord? C'est pas du tout. On aurait pu choisir tout un autre rapport de dilution. Mais comme ça, on se met d'accord sur ce que c'est, et ça facilite la façon dont on va conseiller l'hydrolat. Pour, et la deuxième, on peut du coup le diluer beaucoup plus et on peut le diluer beaucoup moins. Moi, je ne pense pas que ce soit forcément mieux de plus concentrer. Alors, je vais l'expliquer pourquoi aussi. C'est parce que je ne suis pas persuadée que plus on est dans quelque chose de fort, au plus c'est efficace. D'accord. Je pense qu'on doit plutôt s'attarder sur la question de comment le corps peut assimiler les choses. Okay, on s'aperçoit que les huiles essentielles, c'est hyper concentré, par exemple. C'est un des produits qui sont très très concentrés. C'est pas forcément pour ça que quand on prend une goutte d'huile essentielle, elle va être bien assimilée par le corps. Peut-être que malgré cette concentration, ben, le corps va pouvoir assimiler que 10%.
de ce que représente cette goutte d'huile essentielle. Donc, on n'est pas, pour moi, la question du travail avec les plantes n'est pas une question de concentration. Au plus on est concentré, au plus on est efficace. La concentration, ça peut nuire aussi. On s'aperçoit aussi que si on prend, par exemple, en interne, certaines huiles essentielles, notre foie, tout notre métabolisme va être en difficulté parce que c'est trop concentré. J'aime faire la différence entre la médecine de l'huile essentielle et la médecine de l'hydrolat, qui est pour moi deux façons de rentrer en contact avec la plante. Et je la compare souvent à la façon dont on peut, à la pédagogie qu'on a avec un enfant. Quand un bébé joue et que tout d'un coup il se met en danger, il va mettre ses doigts dans la prise par exemple, on va le prendre et on va lui dire stop maintenant, tu vas pas là, c'est dangereux, et tu le remets avec ses jouets, d'accord? Et puis il y a une autre façon où il va commencer à jouer, à chercher, il va s'énerver parce qu'il n'arrive pas à mettre deux objets par exemple ensemble. Eh ben, tu vas aller vers lui et tu vas lui montrer. Tu vas lui expliquer que cet objet-là, il est plus grand et que tu dois le mettre là-dedans. Et que, il y a mon chien qui vient me dire bonjour. Tu vas lui expliquer et il va réessayer. Peut-être qu'il va encore de nouveau se tromper. Tu vas reprendre l'explication, tu vas lui remontrer. Tu vas lui donner le sens et tu vas peut-être créer tout tu vas lui expliquer la règle de comment ça se fait, mais tu vas peut-être devoir lui expliquer plusieurs fois et doucement, mais tu peux prendre le temps. Pour moi, les deux pédagogies, elles sont là. Quand on est malade, on va pouvoir se soigner avec les hydrolats et ça va être une façon, on va pouvoir le prendre plusieurs fois par jour et à chaque fois, on va retrouver la même information et on va dire au corps, tiens, je te suggère d'aller par là. Là, moi, je te donne ce mode d'emploi là. Qu'est-ce que tu en penses? Ok, je réitère mon information. Et petit à petit, le corps va l'assimiler. Mais il y a des moments où notre corps, il est en danger. Il prend une route qui ne va pas vers la santé et on doit lui dire stop. Et là, à ce moment-là, pour moi, on va utiliser l'huile essentielle. D'accord. C'est vraiment, ok, là, stop. On arrête de rigoler. On arrête de déconner. On reprend l'autre route, on reprend la route de la santé. Là, tu vas vraiment trop loin. Ouais. Et on va choisir de nouveau l'un ou l'autre en fonction de là où on en est. On va peut-être que c'est complémentaire d'utiliser les deux, mais en tout cas, une éducation qui est juste avec des stops. On va pas par là, stop, on va pas par là. Si on te ramène ça tout le temps, tous les jours et 15 fois par jour, en fait, tu vas créer quelqu'un qui est traumatisé, qui voudra plus rien faire. Réaction opposée, ouais. Tu peux. C'est ça. Et au contraire, si tu as quelqu'un qui est juste dans la bienveillance et qui n'est pas capable au moment où que l'enfant met les doigts dans la prise de lui dire stop, maintenant c'est fini, on va créer du danger aussi. D'accord. Et donc c'est toujours une question de stratégie par rapport aux besoins de la personne, quel comportement et la justesse est dans l'équilibre, dans un équilibre qui est... En général, quelles sont les posologies à appliquer? C'est toujours la même chose? Tu as parlé d'une cuillère à soupe je vais allumer la lumière parce que ça commence à s'assombrer. C'est une cuillère à soupe dans un litre d'eau. Je me trompe ou pas? Excuse-moi, j'allume. Non, c'est bien. En interne, c'est une cuillère à soupe dans un litre ou bien pure, plus ou moins 3 cuillères à café par jour. D'accord. Mais pour moi, le mieux, c'est de le diluer dans l'eau, dans un litre d'eau, une cuillère à soupe, et de pouvoir le boire tout au long de la journée. Et les modes d'application, parce que tu parles d'interne, est-ce qu'il y a des modes d'application? Après, il y a le mode, on peut le mettre sur la peau, pur en général. Alors, ça peut être quelques sprays simplement sur la peau. Ça peut être à l'aide d'un tissu ou d'un coton pour plus nettoyer quand on a besoin vraiment de nettoyer. Sinon, l'application pure est mieux.
Alors, on peut aussi les mettre dans les bains, dans les dilutions, dans les bains de bouche, dans les bains de pieds, dans les bains de corps. On Moi, peut aussi. je me mets personnellement du spray de camomille, enfin en spray, pardon, de Oui, camomille noble sur les oui. cheveux, hein, pour Ah oui, pouvoir renourrir, parce que j'ai les cheveux. c'est ça, cette chevelure. Mais c'est pas que ça, c'est aussi. Mais je me mets, voilà, et tous les matins, je pars, parce que j'ai un casque de Oui, moto, et je mets de la camomille noble, sous les conseils de Aromazone, pour ne pas le citer, oui. de mettre de la camomille noble. Est-ce que je me trompe? Parce que j'ai regardé. Non, mais c'est pas mal. Effectivement, on peut mettre les hydrolats sur les cheveux. On peut aussi les mettre en cuisine, hein, puisque c'est les arômes. Mhm, On va pouvoir et que c'est à base d'eau, et donc ça va en général assez bien se mélanger dans nos plats. mhm. Et l'avantage, c'est qu'on peut du coup les utiliser crus, donc dans les jus, dans les vinaigrettes, dans les salades de fruits, dans Ah les oui, yaourts. On va pouvoir aromatiser toute une série de choses et c'est bien plus facile parfois qu'avec des huiles essentielles parce que ça se dilue plus facilement. ouais, c'est peut-être moins Ça puissant. se C'est vrai mélange et c'est qu'une goutte de menthe moins poivrée, puissant. ça peut arracher la figure Oui, rapidement. ça peut se décaper. Et du coup, bah, dans la cuisine, il y a vraiment plein d'applications possibles. Et alors, il y a aussi sur les tissus, parfois sur les oreillers, on peut en mettre aussi un peu le Mhm. soir. Alors, ça tient moins fort qu'une huile essentielle, mais Ouais. c'est- Est-ce qu'il y a des contre-indications d'une façon générale? Est-ce qu'il y a des contre-indications ou est-ce que c'est vraiment d'une innocuité redoutable? Non, il y a des contradictions, bien sûr. C'est en général les mêmes que pour les tisanes ou des choses comme ça. Après, par rapport aux huiles essentielles, on réduit hein, quand même les contre-indications. Ouais. Euh, Globalement, celles qui restent sont les contre-indications pour les femmes enceintes et pour les personnes qui ont eu des maladies liées aux hormones. Tu es convaincu, franchement, que ce soit une contre-indication pour les femmes enceintes, comme si la grossesse était une pathologie? Ah oui, mais après, il y a quand même un risque. Moi, je ne jouerais pas trop parce que justement, l'équilibre hormonal de la femme enceinte est quand même très particulière. Et aller jouer dans ces hormones, ça peut quand même jouer sur la croissance D'accord. du fœtus et tout ça. Donc, il y a, les plantes peuvent être abortives, quoi. Donc, Oui, 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 bien sûr, bien on sûr, va, ouais, c'est clair. on- Si on donne de la sauge une huile essentielle de sauge à une femme enceinte, c'est pas une très bonne idée, hein? Non, 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 il y a vraiment des grands risques. Bien Alors, sûr. les hydrolats, le risque est vraiment atténué, mais il est encore présent. Oui, on va pas jouer les apprentis sorciers là-dessus. On Non. revient tout petit peu en arrière avec la question de Gwendoline. Enfin, c'est pas une régression, évidemment, c'est juste revenir sur la technique. Peut-on distiller Oui, toutes les plantes dans un alambic en cuivre? Certaines plantes réagissent avec le cuivre, par exemple le thym. oui. L'hydrolat est-il toujours consommable? Oui, alors effectivement, toutes les plantes qui contiennent des phénols, en fait, les phénols réagissent avec le cuivre et du coup emportent dans l'hydrolat et dans l'huile essentielle du cuivre en même temps. Alors ça ne rend pas du tout l'hydrolat inconsommable, mais ça altère son odeur. Ouais. Donc si on utilise l'hydrolat et surtout l'huile essentielle pour leur côté olfactif, là, ça va créer une altération et donc ce n'est pas recommandé. Mais si c'est pour l'aspect thérapeutique, il n'y a pas de souci. Mhm. Quelle est ton amoureuse? Quelle est ta Ma plante plante que t'aimes? préférée. Tu sais choisir. Oh, non, mais ça, vraiment, ça, c'est vraiment la question à ne pas me poser. Ça t'apprendra. Voilà, c'est comme ça. Non, non, mais moi, je suis polyamoureuse avec les plantes. Voilà. Ah bah, Mais plus mortellement c'est la mienne. vraiment, ça dépend des saisons, ça dépend des moments. Non, non, ne me demandez pas, absolument pas de choisir. Alors, ma femme s'appelle Mélissa. Et hier soir, sur l'oreiller, sans aucune indiscrétion, je lui ai lu ton message sur la mélisse. Oui, Et c'était assez probant. C'était assez frappant, touchant, parce que il y avait une espèce de familiarité avec cette plante. Est-ce qu'on peut trouver notre plante
qui nous correspond? Et est-ce qu'on a une plante un hydrolat plutôt, qui va correspondre à notre personnalité? Est-ce que je me trompe? Si on repart alors dans la vision plus chamanique, il y a nos plantes alliées comme ça qui sont comme nos gardiennes ou qui sont nos guides. Et effectivement, on en a tous, mais plusieurs, mais une particulière. Et effectivement, on peut trouver ça soit en lisant, mais soit aussi en... Alors, c'est parfois des plantes qu'on rejette beaucoup au début parce que ça dépend comment on est avec aussi soi, mais c'est des plantes qu'on peut aussi détester au début et puis adorer, et puis ou bien des affinités qui sont directes. Ça, c'est chacun a son chemin avec ses plantes. Mais oui, bien sûr, moi je pense qu'on a des plantes qui sont plus gardiennes particulières. Moi, je sais que ma plante au niveau central, c'est l'hélicryse italienne et c'est la plante auquel je reviens en cas de... Si je me sens perdue et complètement à côté de moi-même, c'est cette plante-là que je vais aller chercher. Alors, c'est pas pour ça que je la préfère à d'autres, mais bien sûr, c'est celle qui elle va aller me toucher à un endroit très particulier chez moi. C'est le côté immortel de la chamane. Oui, c'est ça. Est-ce que tu aurais en tête des exemples thérapeutiques qui t'ont le plus frappé? Quelque chose qui est un soin, une personne qui est venue avec une doléance bien particulière, quelque chose de choquant, quelque chose qui te semblait assez difficile, et la magie a opéré, alors sans pensée magique évidemment. Hein. Est-ce que tu as un exemple en tête d'un soin qui t'a marqué? Entre autres. Bon, le premier qui me vient. Après, je sais pas si c'est... Oui, c'est particulier. En tout cas, c'est soulageant quand j'ai des retours de femmes parce que faut dire quand même que la plupart des personnes qui viennent me voir sont des femmes. Hein, ben voilà. Mais qui me disent avoir galéré pendant des années et puis d'avoir pu trouver la plante qui va la soulager dans des personnes qui ont eu des règles douloureuses pendant super longtemps et puis tout d'un coup elles ont plus mal, ou qu'elles ont eu des règles hémorragiques et puis tout d'un coup elles ne le sont plus. Ça, c'est tu as un protocole? Tu as un protocole? Alors, je n'ai pas de protocole, malheureusement. Parce que j'ai lu dans... Justement, alors effectivement, j'ai parfois des protocoles, par exemple pour les plantes, pour les règles, de les prendre 4-5 jours avant la date présumée des règles, et puis de faire une pause ou des choses comme ça. J'ai des trames quand même, mais après, en fonction de la personne, ça va aussi... changer parce que, comme je vous dis, je me pose les questions. Tiens, cette personne-là, à qui elle ressemble? Est-ce que je la sens plutôt dans une envie d'avoir un besoin? Quel est son besoin? J'essaie de creuser tout ça qui est hors diagnostic pur physique. J'essaie de prendre en compte au niveau émotionnel et tout ça pour pouvoir conseiller tout ça en même temps. Mais alors, parce que, pardonne-moi, je t'interromps 2 secondes, pardonne-moi. Oui. Parce que, sauf erreur de ma part, j'ai cru lire dans ton ouvrage que tu percevais, tu lisais la maladie. Tu avais une espèce sauf erreur de ma part, hein, peut-être que je mal interprétais quelque chose, mais ton aspect, ta personnalité chamanique ou de vision, hein, comment tu disais ça, de clairvoyance. De clairvoyance, merci, je cherchais le mot, te permettait de voir quelque chose qui était de l'ordre de l'énergétique, en fait, de l'ordre de la perception et pas de l'anamnèse médicale.
Oui, mais les deux sont importantes, hein. Après connaître les maladies, C'est important. où ça va, enfin, qu'est-ce que ça vient toucher dans le corps et tout. Pour moi, tout ça est hyper important aussi. Mm. Euh, alors, dans les protocoles, comme ils sont dans mon livre, en fait, Oui, c'est dans les manières de les utiliser, les hydrolats. d'accord. On a une quinzaine de façons d'utiliser les hydrolats. Et dans ça, je vais piocher en fonction de ce que je peux percevoir Mm. chez la personne. Mais ça va être en interne, en externe, ça va être faire une cure plutôt de 21 jours et puis faire une pause, ou bien ça va être plutôt apprendre par-ci par-là. Mhm. Tout ça, en fait, les conseils d'utilisation vont être mes protocoles. D'accord. Et là, il y a quand même une similitude, c'est une question, entre la plante elle-même en phytothérapie et l'hydrolat. Je pense justement, tu parlais des règles douloureuses et je pensais aussi aux troubles de la ménopause et je tombe comme par hasard sur le gâtillier. Donc, Mm. c'est vrai qu'en phytothérapie, on aurait tendance à dire que le gâtillier est quelque chose qui va accompagner quand même la femme autour de la ménopause. Oui. L'hydrolat, pareil, hein, Oui, c'est ce que, pareil. Oui, oui. ouais, Oui, oui. Oui, en fait, on est avec l'hydrolat, on est entre la tisane, l'huile essentielle. Enfin, on a ouais. des points similaires. On joue dans tout ça. Et pareil dans puisqu'il y a juste après les crises italiennes, évidemment, comme si le hasard était parmi nous. Là-dessus, tu as aussi cette composante de post-traumatique d'une certaine manière, de l'immortel. Chaque fois qu'on prend un coup en huile essentielle, on mettra Oui, de l'immortel. L'hydrolat aura à peu près les mêmes fonctions. les mêmes fonctions, tout à fait. Et parfois, de nouveau, parfois, je trouve que l'hydrolat est parfois plus efficace parce que plus assimilé. D'accord. Et, Euh, et en parlant de aussi, je reviens un peu sur des cas particuliers parce que du coup, je pense aussi euh, à, à- à beaucoup de femmes enceintes que j'ai accompagnées aussi. Euh, et, et je, je conseille souvent l'alchimie pour en postpartum. Et là, j'ai eu beaucoup de retours vraiment très chouettes. Ça m'avait été suggéré durant ma formation. Et là, je l'ai bien exploré avec des patientes et tout. Et j'ai beaucoup de bons retours par rapport à ça. L'alchimie en postpartum pour éviter les pics, par exemple, hormonal après l'accouchement. le burn-out, le baby blues, hein. Ouais, le baby blues et puisque l'alchimie a la faculté de ne pas couper le lait, enfin elle est galactogène, donc elle va favoriser la montée de D'accord. lait et pas la couper, contrairement à beaucoup de plantes qui vont aider au niveau hormonal mais qui coupent le lait. Donc là on a une Ouais. particularité assez chouette et là j'ai vraiment beaucoup de retours de femmes qui viennent d'accoucher qui ont ça. Après l'accouchement, justement, est-ce que le bébé est une indication ou pour toi, c'est aussi comme un drapeau rouge avec on ne doit pas donner au bébé et si oui, à partir de quel âge? Ça peut, dès la sortie du ventre, hein. C'est ça? Donc il n'y a pas de... Oui, 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 oui. Sauf pour euh, sa- sauf pour certains hydrolats qui sont assez forts. Oui. Tu vois, je vais pas donner de la sauge ou quelque chose comme ça à un tout bébé, mais non, là, Est-ce ça qu'on, va est-ce que, mieux. par exemple, un bébé qui a un petit peu maux de ventre et des petites C'est coliques, ça, est-ce qu'on peut la mettre l'hydrolat? camomille. Voilà. La camomille, on conseille beaucoup cet hydrolat-là pour les coliques, mais il y a aussi la mélisse, le fenouil, la nette. Alors, par Euh, voie interne ou en application, par exemple, sur le ventre, je sais pas. on peut mettre ça. Alors, une façon d'utiliser l'hydrolat que j'aime beaucoup, c'est on met un petit peu d'hydrolat dans le creux de sa main, Ouais. hein, on remplit l'hydrolat enfin, dans la paume. Et puis après, on met un petit peu d'huile végétale, n'importe quelle huile végétale, hein, huile d'olive ou une Ouais. autre qu'on a sous la main,
pour faire plus ou moins 2 tiers d'hydrolat et 1 tiers d'huile. Mhm. Et après, on va directement mélanger et puis on va pouvoir en mettre directement sur le visage ou sur le ventre. Ça permet en fait de faire un massage ou une application comme une crème avec l'hydrolat, mais sans fabriquer la crème, la chauffer, donc abîmer un petit peu peut-être Ouais, l'hydrolat. Mon ouais, crème minute là, hop, et on évite que quand on applique l'hydrolat, il coule puisque c'est de l'eau. ouais. On a juste un tout petit peu d'huile, on mélange et hop, on a notre petite crème minute. Et du coup, on peut mettre ça sur la peau du ventre du nourrisson, ou bien on va mettre quelques sprays en bouche, Ouais. ou bien on va pouvoir, si la maman allait, mettre sur le mamelon directement, et comme ça, quand le bébé va allaiter, il va prendre ça. Oui, c'est cet aspect non moins concentré de l'huile essentielle, comme l'huile essentielle, qui permet justement ce genre de contact direct, c'est ça? Hein? Oui, c'est Ouais. ça. Et aussi la récurrence de l'information. Si par exemple un bébé ou un adulte, c'est peut-être pas les mêmes proportions évidemment, mais si un adulte a comment ça s'appelle un eczéma, je cherchais le mot, pardonne-moi, un eczéma. Est-ce que c'est une application ou un problème cutané? Est-ce que c'est une application quotidienne, pluriquotidienne ou pendant 2 Ouais, semaines, 3 semaines? Ouais. ça peut être quotidien et alors à ce moment-là, soit je mets, si jamais il y a des plaques d'eczéma, moi, soit je fais des sprays directement sur l'eczéma, Mhm. soit comme je vous ai dit avec un peu d'huile pour que ça pénètre bien. Mhm. Euh, dans, donc l'eczéma, c'est souvent c'est une maladie qui est chaude, hein, Ouais. qui est comme le feu, hein. Et donc, on va même préférer l'hydrolat à l'huile essentielle parce qu'on ne met pas d'huile sur le feu. Bon, ça va accentuer. Et donc, on va plutôt mettre de l'eau. On va refroidir. L'eau est plus froide que l'huile. Et du coup, on va pouvoir mettre ça Et sur ça pénètre rapidement, donc on n'a pas besoin de rapidement. trop de Et on peut massage le mettre directement. Ouais. plusieurs fois par jour sans Ouais. souci. Moi, je conseille souvent le géranium, la carotte sauvage pour les eczémas. D'accord. On peut mettre la lavande aussi. Est-ce que ça se conserve au froid, au réfrigérateur, pardon, te demande Claire. Oui, ça peut, mais après, moi, c'est pas la manière dont je vais l'utiliser le plus. Mhm. En fait, l'hydrolat, il a besoin de stabilité. Il a besoin d'une température stable. Du coup, il n'aime pas si jamais tu le mets dans le frigo et puis tu Oui. le ressors et puis tu le Mhm. rentres et puis tu le ressors. Ça va créer des mouvements. Il va Moléculaire. pas aimer. Ça va Mais c'est mieux d'avoir une température stable, même un peu plus chaude que le frigo, mais stable. Mhm. Après, tu vas aussi jouer sur ton contenant. Des verres très opaques vont Donc dans un placard dans un placard, c'est température mieux. En fait, stable. le mieux, c'est en cave ou dans un placard un peu D'accord. parce que c'est là où il y a le moins De variation. Mhm. de variations. Mais donc c'est sensible à la lumière. À propos de lumière, on te voit de moins en moins. Hein. Sensible, si tu veux bien, sensible à la lumière, à la chaleur et à l'air. Mhm. Oh, C'est mieux comme ça? Voilà. merci compagnon. Donc, c'est sensible à la chaleur, Mhm. à l'air parce que ben, les principes actifs sont volatiles, mais aussi parce que l'air contient aussi des micro-organismes qui peuvent Oxydé. euh, oxy- oxyder l'hydrolat. Et Mhm. puis, ben, la lumière, hein, la Ouais. lumière aussi. D'accord. Très Ça se principal. conserve. Et ça se conserve assez longtemps, j'imagine. C'est pas. Après, Ben, ça dépend les hydrolats. Il y a des hydrolats ça dépend de leur composition en fait, hein, parce qu'il y a ceux qui contiennent des huiles essentielles dedans, antibactériennes, antifongiques et tout ça mhm. vont conserver un peu plus longtemps. Donc on est entre 1, 2 ans. Après, dans des bonnes circonstances, moi il y a des hydrolats que j'ai depuis 4 ans et qui Ah oui. sont Ouais. encore, qui Comment sont on sait encore qu'ils sont encore valables? C'est l'odeur? c'est Ouais. l'odeur et le goût. Comme les huiles? Ouais. Oui, alors forcément, un hydrolat à 4 ans n'a pas tout à fait la même
encore la même puissance. force, Ouais. mais si son goût et son odeur est toujours là, il n'y a pas de souci. Est-ce que ça coûte cher de se soigner aux hydrolats? Alors, c'est une bonne question. Je trouve que ça coûte moins cher que les huiles essentielles, en tout cas. Par exemple, l'hélicryse italienne, c'est cher. Hein, Oui, c'est cher. mais l'hydrolat n'est pas si cher C'est parce ça. que Hein, on est toujours dans le rapport 1 kilo, 1 litre, hein. Donc ouais. on n'est pas dépendant dans la production d'hydrolat, on n'est pas dans la dépendance en teneur d'huile essentielle d'une plante. En Mhm. fait, il y a très peu d'huile essentielle dans l'hélicryse et donc il faut une énorme quantité de plantes pour avoir notre petit flacon. Pour vous donner une idée, dans mon distillateur, je mets entre 5 et 7 kilos d'hélicryse et j'ai parfois 1 ou 2 gouttes d'huile essentielle. Effectivement. Donc vous Comme la imaginez rose, votre quoi. flacon, la rose, là, je la vois même pas d'huile essentielle. Je crois Ça que c'est détonne. 4 tonnes de pétales pour 1 litre d'huile essentielle de rose. Ah ouais. Et du coup, on est dépendant de ce rapport-là. Et en plus, ce rapport va changer en fonction de la saison, du climat qu'on a eu, Mhm. et des choses comme ça. Avec l'hydrolat, on a moins cette dépendance-là et donc le prix est plus stable. Et on a aussi une saisonnalité dans les plantes. Est-ce qu'il il y aura des plantes, des hydrolats qu'on consommera un petit peu plus, pardon, en hiver qu'en été, au printemps, en automne, ou non? C'est en fonction de la symptomatologie de la personne. Euh, non, oui, je Il n'y a dirais pas? pas spécialement, non. Non, après, par contre, dans la cueillette des plantes, ça oui, on va Ah oui, bien sûr. une absinthe qu'on va Ouais, faire au début de saison ou en fin de saison n'aura pas du tout la même bien sûr. composition et la même proposition non plus. Pascal te demande, hydrolat, OK pour les bébés prématurés? A priori, oui. Il y a pas de... y aura-t-il une suite? Ah, je ne sais pas. Je ne sais pas. Ça, ce Est-ce sera que, à discuter est-ce que est-ce que plutôt. tu, ouais, est-ce que tu as quelque chose, est-ce qu'il y a une suite, ou bien autre chose que les hydrolats que tu aimerais partager plus tard avec nos amis et avec les Ah, éditions? oh, je pense que la suite sera peut-être plus une vision qui sera plus liée à, à ce que j'apprends au niveau de, du chamanisme, vraiment avec moins, peut-être avec moins les plantes directement, mais avec euh, parce que je reçois en consultation individuelle et euh, bah, j'apprends beaucoup Ouais, grâce aux consultations, aux échanges avec. Je fais des cérémonies collectives aussi au niveau chamanique et du coup, je crois que ce serait plutôt une retranscription de ce que j'apprends grâce d'accord. à ces moments-là. Ça faisait, pour finir, ma question justement, si on veut te consulter et si, est-ce qu'on peut te contacter quelque part, euh, pour te... Alors, tout est, est repris sur mon site internet, hein, Mhm. messagère.be. Et là, vous retrouvez ben, les propositions de consultation individuelle qui se Ouais. font en visio ou en présentiel. Il y a des cérémonies collectives qui se font dans la tradition du chamanisme mongol. Mhm. Et il y a tous les hydrolats en vente. Il y a le livre qui est en vente aussi, mais qui est aussi en parallèle sur le site des éditions Amiris. Mhm. Et sur le site aussi, il y a les formations que je propose. Donc, il y a des formations à la distillation qui sont en présentiel et qui sont aussi en ligne. Il y a une formation en ligne pour ceux qui savent pas, qui ne savent pas venir jusqu'ici. Mhm. Et là, il y a une toute nouvelle formation, à mon avis, qui va sortir en septembre sur des pratiques plutôt d'introversion et de communication avec la nature, avec les esprits et avec aussi nos mondes intérieurs. D'accord. Donc Donc on c'est peut, plutôt vraiment sur les pratiques chamaniques là, qui va, je, vais- qui va sortir en septembre. je vais mettre je vais mettre le lien, euh, s'il arrive à sortir, voilà ça. Alors, c'est pour ça que de temps en temps je regarde sur le côté,
C'est que j'ai un autre écran. Et Ok. voilà, je vais mettre dans le chat ton lien, ton site web, comme ça tout le monde pourra accéder à cela. Et je précise pour celles et ceux qui n'ont pas encore acquis l'ouvrage que les éditions Amiris pour ce soir, enfin, plus que ça, à partir de demain, proposent 15% de réduction Super. sur le livre. Ça correspond à peu près aux frais d'envoi, si je ne me trompe pas. Mhm. Avec le code chaman en majuscule, chaman en majuscule. Si vous allez sur le site d'Amiris, Ah oui, euh, super ça. alors, attendez, je le note, voilà, c'est dans le Mhm. stick tout en haut, avec chaman en capital. Vous allez sur le code particulier sur Amiris et vous aurez 15% sur la, sur l'envoi, enfin sur le livre, sur l'achat du livre, pardon, j'y arriverai. Voilà. Et donc, Ben, pour tous les renseignements concernant tes formations et tes consultations, c'est sur messagère.be, évidemment, il n'y a pas d'accent. et alors, je précise aussi pour les Français que les hydrolats, ils sont aussi accessibles sur le site Umasana. Et c'est parfois plus facile pour les Français de commander via leur site parce que les frais de port sont du coup moins importants parce que c'est un site français. D'accord. Après, qu'est-ce que tu penses, toi, des hydrolats de chez Aromazone ou autres? Ça, il y a des précautions à prendre sur la lecture de l'étiquette, comme sur les huiles essentielles, il faut vérifier ça, ça, ça et ça. Alors oui, et après, en fait, on n'est pas contrôlé au niveau des producteurs, il n'y a pas de contrôle au niveau de la concentration des hydrolats et Mhm. du coup du rapport de dilution dont je parlais au début. Donc, Au moins 1 kilo pour 1 litre. Ouais. oui, c'est ça. Un producteur peut tout à fait diluer beaucoup plus son hydrolat D'accord. et donc il n'y a pas de contrôle par rapport à ça. Alors, Aromazone, pour moi, c'est comparé, enfin, c'est la différence entre l'artisanat et L'industriel. l'industriel. Ça. Ouais. Euh, Je parle d'Aromazone parce que En c'est fait, pour ah, moi, ça a beaucoup fait de la mauvaise pub pour les hydrolats parce ah oui. que Mhm. d'un côté, ça a fait connaître, mais d'un côté, les gens qui l'utilisaient, il y en a beaucoup qui disent, bah, on ouvre le flacon 4 fois et puis ça sent plus rien. Ah oui. Et du coup, les gens se disent, ben, c'est un peu nul l'hydrolat. Enfin, Ouais, c'est dans ça. le sens, C'est pas les hydrolats qui sont nuls, c'est pas très efficace, quoi. Et donc, quand on va dans un hydrolat qui est fait de manière plus artisanale, avec une concentration autre, ben, on se rend compte que c'est différent. Et que peut-être que, du coup, avec une cuillère à soupe par jour, on a déjà beaucoup, tandis qu'il suffit de moins d'hydrolat pour avoir pour avoir un D'accord. effet aussi avec une certaine concentration et qualité. Aussi, quelque chose qui va jouer dans la qualité de l'hydrolat, ça va être les transports. Ils font venir des hydrolats de vraiment super loin, qui font des trajets en camion, en avion, Ouais, c'est ça. qui Ouais, sont secoués. ils sont Je veux dire, dynamisés pour le coup, hein. eux, ils sont dynamisés, mais en Comme plus, Hahnemann sur son cheval qui dynamisait ouais, oui, le c'est ça. C'est la ça. Donc, dynamisation des temps modernes. ouais, on est dans autre chose. Et j'ai sous le bon conseil de Madame Genome, qui me précisait que les laboratoires Le Gatilier faisaient des excellentes huiles essentielles et aussi des, euh, des hydrolats de bonne qualité. Quelle Ah oui, différence au oui, niveau oui, oui. vibratoire entre un hydrolat Aromazone et un hydrolat artisanal? Ben, Gaël, je pense que Alexia, tu as répondu à cette question. Hein, c'est l'industriel et Oui, l'artisanal. Aromazone, on est pour moi, le Coca-Cola de la boisson. Enfin, Ah, carrément, d'accord. on compare pas les mêmes choses. Et après, des artisans, heureusement, il y en a plein qui font ça super bien. Et il y en a plein qui sont aussi auteurs et autrices chez Amiris, mais après, il y en a aussi pas mal qui se cachent un peu partout en France. En tout cas, en France, ils sont beaucoup plus nombreux. En Belgique, on est deux.
Oui, Voilà, on effectivement. est, on est deux producteurs qui cultivons et distillons sur place. On est deux en Wallonie. Et donc, voilà, c'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup. Et pour en savoir plus, je ne saurais conseiller pour celles et ceux qui ne l'ont pas encore lu, hein, les, l'ouvrage Messages et usages des hydrolats, aux éditions évidemment Amiris. Merci infiniment pour ce partage. Oui, dis-moi. Est-ce qu'on répond à la question qui vient d'apparaître ou bien c'est trop, c'est trop. Non? Quel pouvoir vibratoire? Quel- Ouais. Oui, je t'ai posé la question. Tu m'as dit que c'était. Ah oui, au niveau vibratoire, j'avais pas Oui. compris. Alors au niveau vibratoire, pour moi, la qualité vibratoire d'un hydrolat, elle va se jouer dans la façon dont on va cultiver la plante, Mhm. la façon dont on va l'accueillir, donc comment on cultive, comment on la cultive, comment on respecte ses Mhm. espaces, comment on va recréer enfin, son environnement, au niveau vibratoire, au niveau de la cueillette, si on va l'accueillir avec une machine à la main, ça va être complètement différent. La manière dont on va la transformer, Ouais. pour moi, on demande aussi, on respecte, on est en lien avec la plante à chaque étape, donc on lui demande si c'est OK, si ça va, si quelle quantité elle veut être cueillie et des choses comme ça. Tout ça va faire que la qualité et l'esprit de la plante va être respecté tout au long du processus et donc va vouloir rester dans la plante et dans la transformation qu'on va faire. Si on ne respecte pas ça, si on passe avec une machine et qu'on s'en fout de comment on l'accueille, comment on la Mhm. transforme et tout ça, c'est toutes des opportunités pour que l'esprit parte de la plante. Et D'accord. il dit, oh, je ne vais pas rester là, c'est un peu trop violent, on ne me respecte pas, ciao. Et du Oui, coup, il faut avoir quand même un. qui est au niveau vibratoire, qui est très faible. Nous sommes d'accord qu'il faut quand même un certain niveau de perception pour communiquer avec la plante, savoir si on peut l'accueillir ou pas. Mais ça s'acquiert apparemment. Tout à fait, Hmm. tout à fait. Ça me fait penser à la blague de Desproges. C'est un homme se dit parler à Dieu, c'est un croyant, et si il dit qu'il lui répond, c'est un schizophrène. Hein. Oui, c'est ça. Non, mais, fort heureusement, merci infiniment. C'était sur ce. euh, Oui, en plus, Bénédicte nous précise que chez Amazon, c'est de l'eau presque aromatisée plutôt que des hydrolats. On va arrêter Oui, d'asséner des coups oui, 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 parce qu'il ne faut le pas trop sujet. leur faire de... Oui, c'est ça. C'est pas le sujet. En tout cas, je ne saurais trop conseiller, évidemment, c'est un peu flou. Voilà, hop là. L'ouvrage, encore une fois, 15% à partir de demain, avec le code chaman en capital. Merci Alexia pour ce magnifique moment. Tu as su revenir Oui, centré, sans électrise, malgré ce petit impondérable qui a peut-être mis un petit peu la misère. Mais en tout cas, merci beaucoup pour ce moment, merci pour ce partage. merci aussi. Alors, il y a encore plein de choses qu'on pourrait dire et Oui, n'hésitez pas à venir vers moi par mail ou vif. autrement Beaucoup de choses. si vous avez des questions à poser, des choses Oui, comme ça, ou beaucoup de via choses les sont dans mails. l'ouvrage. Déjà, il y a l'idée, c'était de brosser un tableau, c'était pas d'être dans les protocoles et précis sur telle ou telle pathologie, c'était pas le but. Hein, c'était de comprendre un petit peu mieux quels étaient les tenants et les aboutissants entre le chamanisme, ta communication particulière avec les plantes et les indications qu'on retrouve évidemment d'une façon très exhaustive dans le livre. Mais encore une fois, plein d'autres messages peuvent être transmis par les plantes, à nous d'aller les chercher, à nous de les écouter, de les entendre et d'être ouverts à ce genre de choses. Et c'était l'objet de ce webinaire de ce soir, pour pouvoir nous mettre en appétit et d'avoir l'eau à la bouche. Merci Merci. en tout cas à toutes les présences là. C'était Voilà, les remerciements sont afflux. Passe une belle soirée, prends soin de toi et prends soin de tes plantes. Merci aussi. De ton compagnon qui nous a su donner de la lumière. Hein, et plein de bisous à tes enfants. Et voilà. Merci. Bonne soirée. Merci encore une fois à Bénédicte de nous avoir permis Merci. de partager ce moment. À très bientôt. Merci Au beaucoup. revoir. Bonne soirée.